Bienvenue à tous, merci d'être là pour cette vidéo un petit peu spéciale pour fêter les 1 an de la chaîne. Je vous ai demandé sur Discord, sur YouTube, de me poser des questions, un peu ce que vous voulez, et puis je vais y répondre en gros en flow un peu spontané, donc j'ai quand même regardé à l'avance les questions. Pour les trucs qui vous intéressent le plus, je vais vous dire un peu les 4 thèmes que je vais aborder. Il y avait un thème qui es-tu? Qu'as-tu fait comme étude? Il y avait un thème ensuite, un peu des questions du genre comment on fait pour s'orienter sur telle chose, pour faire des maths, etc. Je vais essayer de répondre à ça rapidement. Une question, mon avis sur l'éducation, l'enseignement des maths, de manière humble, hein, je suis pas un ministre, je vais essayer de vous répondre à ce que je pense avec mon expérience, etc. Et l'avenir de la chaîne. Et je me suis rendu compte en préparant un petit peu mes réponses, enfin, j'essaie d'être spontané encore une fois, mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de sujets où je pourrais facilement vous faire une vidéo de 1/4 d'heure où je blablate sur quelque chose. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, par exemple, je pourrais vous raconter ce que c'est la prépa dans le 5e arrondissement à Louis-le-Grand. Louis-le-Grand, c'est un lycée assez particulier où j'ai eu la chance d'aller. La vie dans le 5e arrondissement, entre Louis-le-Grand, Henri IV, les guéguerres entre les gens de prépa, il y a tout un univers un peu marrant. Voilà, je sais pas si ça vous intéresserait de savoir des trucs là-dessus. J'ai vécu pas mal d'expériences où je pense que ça pourrait être marrant de le raconter en vidéo, mais je le ferai que si... Bon, si ça intéresse des gens, quoi. Donc alors, première question qu'on m'a posée, je prends mon portable. On m'a posé des questions du genre, voilà, quelles études as-tu fait? Vous avez déjà un élément de réponse. Et qu'as-tu étudié lorsque tu allais à Oxford? Autre élément de réponse. Alors, premier truc, moi, la pierre angulaire de, de mes études, c'est 14 ans. J'ai pu rentrer à Louis-le-Grand au lycée. Donc en gros, Louis-le-Grand, Henri IV, c'est les deux lycées publics qui, jusqu'à récemment, euh, avaient une dérogation et pouvaient recruter des élèves dans toute l'île de France. Et non pas juste dans leur quartier. Donc c'est un peu les deux meilleurs lycées, en tout cas à l'époque. Et pour un... C'est-à-dire que si vous êtes un gamin qui a pas les moyens, en gros, où les parents n'ont pas les moyens spécialement de payer un lycée privé avec des certains frais quand même assez élevés, ben, vous pouviez peut-être tenter votre chance dans ces lycées-là. Et je vous le dis, moi j'ai ressenti et je l'ai vécu comme une extrême chance et j'ai une énorme gratitude envers la France, si vous voulez, de m'avoir offert l'opportunité d'aller là. Moi j'ai la chance d'être fils d'institutrice, donc j'ai été bien élevé à faire mes devoirs, etc. Ça, l'argent coulait pas à flot à la maison, mais voilà, j'avais l'envie de réussir à l'école, et je sais que quand je vois le niveau que j'ai eu la chance de recevoir, c'était dur, hein, des fois c'est pas toujours simple. Vous arrivez en seconde, en physique, vous prenez un 5 sur 20, alors que vous pensez que vous êtes intelligent et premier de classe en troisième, c'est pas simple. Mais voilà, j'ai eu la chance en gros d'avoir un niveau de physique, de maths, d'exigence intellectuelle, qui aurait été disponible dans certains très bons lycées privés parisiens, à des prix qui n'étaient pas accessibles pour chez moi en fait. Donc je suis très très reconnaissant d'avoir pu aller dans ce lycée, et comme je disais au début de la vidéo, je pourrais vous faire une vidéo de 10-15 minutes sur la vie au lycée à Louis-le-Grand, ou même en prépa, c'est très spécial. Puis il y a des difficultés, tout le monde n'en sort pas indemne, hein, des fois c'est très dur. Vous prenez une claque d'humilité assez violente, moi je pense que la claque d'humilité on se la prend dans tous les cas quand on rentre en sup, donc dans mon parcours perso, quitte à se la prendre un moment, autant se la prendre à 14 ans, au moins c'est fait. Et après, voilà. Donc j'ai fait le lycée à Louis-le-Grand, très belle expérience, des difficultés, etc., mais comme tout ado qui est au lycée dans tous les cas. Et voilà, encore une fois, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo entière là-dessus, mais je veux quand même dire quelque chose, il y a souvent une image qui était à l'époque, en tout cas, oh c'est horrible, ils doivent être très compétitifs et méchants les gens là-dedans, qui est une image complètement fausse, parce que déjà les lycéens sont peut-être méchants en général, il n'y a pas de raison d'être dans un lycée un peu intello pour ça. C'était plutôt un lycée qui était extrêmement libéral, je dirais, dans sa gestion. Je crois que ça a changé avec Vigipirate et tout, mais moi en 2004, quand j'y rentre, il n'y a pas de carnet de correspondance, il n'y a pas de pion en fait, parce qu'il n'y a pas de violence tout bêtement, et c'est tranquille quoi. Il y avait la cour Molière, qui était la cour des fumeurs, on pouvait encore fumer au lycée à l'époque, donc ça puait la clope là-bas, il y avait la cour Victor Hugo, qui était une cour sans clope, et en fait c'était un peu un moulin aussi. On pouvait rentrer, sortir, enfin... Je sais que moi j'avais des potes dans d'autres lycées du coin, ils venaient bouffer avec nous dans la cour, on se posait, ils rentraient, alors qu'ils étaient pas du tout membres du lycée. Ça a changé après avec les attentats et tout, mais voilà, c'était un peu cette ambiance-là. Un peu l'idée de, en fait, c'est un lycée assez dur, un peu intello, mais on n'est pas on n'est pas là à vous courir après pour vous dire de travailler, quoi, c'est bosser juste. Vous êtes censé travailler, avoir envie de vous-même. Donc il y avait un truc assez sympa aussi de on vous traite comme un adulte. Puis bon, bien sûr, vous êtes qu'avec des intellos un peu, mais voilà, on vous traite comme un adulte et donc vous bossez en fait. Et c'était vraiment très bien. Je suis resté en prépa, ça a été un combat pas possible parce que pour rester à Louis-le-Grand en prépa, faut pas croire, hein, mais en sup à Louis-le-Grand en sciences, il n'y a pas la majorité des gens dans la classe qui sont du lycée. La majorité en fait c'est une sélection nationale, donc il y a des gens de toutes les villes de France, donc il y a des mecs de Marseille, de Reims, de Lille, de Rouen, de Lyon, enfin voilà.
Il y a un peu de tout, et je pense que dans ma classe, il doit y avoir environ un tiers de gens qui étaient déjà au lycée, qui gardent, parce qu'ils savent que c'est des bons éléments, donc ils en gardent un tiers. C'est-à-dire qu'en terminale, vous devez être dans les 5 premiers de votre classe à peu près pour être pris. C'était un combat. Moi, j'étais pas un petit génie, j'étais juste un bon travailleur. Il faut taffer. La prépa, ça a commencé en terminale, quoi. Donc voilà, j'ai fait une prépa PCSI, puis PC étoile, puis PC étoile. J'ai cubé, j'ai fait 5,5. Voilà, je pourrais faire encore une fois une vidéo complète là-dessus, sur la PCSI, PC étoile. J'ai eu des profs incroyables, dont notamment ceux de SP, où j'ai été à leur pot de départ, dans les 2 dernières années, à leur pot de départ à la retraite. Et vraiment des profs incroyables, un niveau extrêmement élevé, donc qui m'a largué en 3,5, qui a fait que j'ai dû cuber. Mais vraiment des profs fous, parce que c'est des gens qui sont d'un niveau de pédagogie, de capacité à la méthode, de science extrêmement élevé, qui pourraient se faire, je pense, max de blé dans le privé, mais qui ont décidé d'être passionnés, enfin, qui sont passionnés par la pédagogie, et à qui on donne pas assez de gloire. Je sens que, je veux dire, c'est pas des joueurs de foot, c'est pas des stars du rock, donc c'est normal, mais j'ai envie de leur redonner maintenant un petit peu de crédit. J'ai vu dans ces pots de départ à la retraite, ces profs-là, je parle vraiment de ces classes spécifiques, en tout cas Lou Legrand que moi j'ai connu, individuellement, je pense que chacun, ils ont réussi, la prof de chimie, le prof de physique, le prof de maths, ils ont formé quand même entre 600 et 800 polytechniciens, normaliens, centraliens. Ils ont aidé quand même à former des cerveaux ingénieurs français, ou de recherche. Donc c'est vraiment des gens, on donne beaucoup de crédit aux écoles, les grandes écoles, polytechniques, normales sup, et c'est normal, parce qu'elles forment les gens, mais je pense que ces gens-là sont quand même une première étape où ils vous apprennent la méthodologie, et ils sont vraiment clés dans votre apprentissage. Donc voilà, je pense que c'est des gens incroyables qui méritent... ils savent, les élèves savent, ceux qui sont passés par là savent ce qu'ils leur doivent, mais c'est pas quelque chose qui est très connu du grand public, donc je voulais le dire. Après ça, donc, j'ai eu la chance, bon, je vous raconterai peut-être dans une autre vidéo, mais j'ai tout foiré en 3,5, parce que c'était très très dur, justement, le niveau était très élevé, donc j'étais toujours largué dans chaque chapitre. Et j'ai eu la chance par contre, tout foiré, c'est-à-dire admissible nulle part. Hein. J'ai été admissible à rien du tout, ni à Centrale, ni aux mines, alors XUNS, j'en parle même pas. 5,5, j'étais admissible partout, ça s'est mieux passé. Je vous raconterai aussi, je pourrais faire une vidéo sur les euros une vidéo entière sur les euros de Ulm et X, enfin, c'est un concept. Et voilà, j'ai un peu foiré mes euros Ulm X, donc j'étais en liste d'attente, j'ai pas eu ces 2 écoles-là. J'étais plutôt libéral, plutôt école normale, parce que j'avais pas trop envie de me raser le crâne et de devenir militaire, mais voilà, je voulais une école normale, et j'ai réussi à avoir en gros ENS Lyon et ENS Cachan, admis, donc j'étais content. Lyon c'était trop loin pour mon confort de mec d'Île-de-France parisien, et donc je suis allé à Cachan. Cachan, dès que je suis arrivé, j'ai dit à la directrice de département de physique, j'ai pas envie de faire de physique. En fait, moi, ce que j'aime bien, ce que j'ai envie de tester et d'apprendre comme nouvelle chose, j'adorais la physique et les maths à l'école, mais je voulais pas en faire mon métier. Je lui ai dit, je veux aller au département d'économie. Elle m'a dit, bah allez voir ce mec là-bas, hop, c'est le directeur du département d'éco, et voyez avec lui. J'ai été le voir, je lui ai dit, bonjour, je veux venir chez vous. Je suis un physicien, mais je veux venir chez vous pendant les 2 prochaines années. Et il m'a dit, bon, on en parle demain, et on a discuté, je l'ai convaincu que j'étais sérieux, c'était réglé. École normale, c'est 4 ans. L3, M1, que ce soit Ulm, Cachan, Lyon c'est pareil, mais je connais moins donc je vais pas vous en parler, mais en gros vous faites... l'école ne donne pas de diplôme, vous avez pas une licence de l'école normale, vous avez une licence d'une fac. L'école normale vous avez des cours, donc vous avez la moitié de vos cours qui sont à l'école, et l'autre moitié qui est dans une fac. Scientifique, maths, physique, chimie, etc., ou sciences de l'ingénieur, c'est Jussieu en général, Paris 6, Paris 7, et en éco, c'est Paris 1. Donc moi j'étais à la Sorbonne la moitié du temps, avec les élèves de éco-gestion, éco-sociaux, et les anciens cagneux BL de Ulm qui font de l'éco-sociaux aussi. Tout ce petit monde était entre leurs écoles, donc Cachan, Ulm ou Paris 1. Et ensuite, 3e année, le parcours normal, c'est passer la grègue, 4e année, M de recherche, qui est censé amener à une thèse, et puis un parcours d'enseignant-chercheur. Moi, je voulais absolument partir à l'étranger, avoir un bon diplôme, j'avais tous mes petits copains de prépa, je pense qu'ils étaient à l'X, ils allaient finir à Stanford, Cambridge, je me suis dit, je vais faire pareil. Donc j'ai fait mes 2 ans, et dans ces 2 ans, j'ai préparé mon départ et mon admission potentielle dans des bonnes écoles anglaises. Je voulais pas partir aux États-Unis parce que c'était trop loin de ma zone de confort, et de ce que je connaissais, mes parents, mes amis. Et donc j'ai tout fait pour postuler. Alors c'est pas vraiment normal sup et pas aussi organisé que Polytechnique pour les accords avec les grandes écoles mondiales, donc il fallait un peu se démerder, quoi. J'ai tout fait tout seul de mon côté. Et j'ai tout fait pour postuler donc à Oxford, Cambridge, LSE, les 3 meilleures anglaises. Et j'ai été à Oxford parce que Oxford m'a pris déjà, et m'a pris avec une bourse. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé après 2 ans à Paris, entre Paris 1 et Cachan, à faire mes 3e et 4e années, donc j'ai négocié ça avec l'école normale, leur dire ben je pars là-bas, est-ce que c'est validé, machin machin, oui, ok. Je suis parti à Oxford pour un programme de 2 ans, qui s'appelait un MPhil in Economics, donc Master of Philosophy,
c'est un terme anglais, mais en gros c'est un master d'économie en 2 ans. Et voilà, j'ai passé 2 ans là-bas, qui étaient 2 années où je pourrais encore une fois vous faire, je pense, une vidéo de 15 minutes pour vous raconter le délire d'un Français qui débarque à 22 ans, où on lui dit d'acheter un chapeau, un nœud de papillon, une cape, et en gros j'ai découvert Poudlard en direct, quoi, une vie incroyable. J'aurais beaucoup plus à dire sur la vie étudiante, les amis que j'ai fait pour la vie là-bas, plutôt même que pour les cours qui étaient d'un très bon niveau, mais qui étaient moins fous que cette cérémonie d'introduction. Vous arrivez en tant qu'élève et on fait une cérémonie d'introduction pour vous dire bienvenue en gros, mais en latin. Le truc a 600 ans, ils vous le font, vous êtes sapés comme pas possible. Moi je connaissais même pas, si vous voulez, au dîner où est-ce qu'on met les couverts et tout, donc un monde complètement fou. Donc j'ai fait ça comme étude. Dites-moi en commentaire si vous voulez des vidéos particulières sur des sujets, parce que je pourrais parler et parler ou le faire en live, mais j'ai pas envie de le faire si ça ennuie tout le monde, donc voilà, j'accélère. Trouver des postes d'enseignants pour être face à une classe, moi c'est tout ce que je voulais, même si c'était teacher assistant, je voulais juste être face à une classe à la fac et enseigner. Ça c'est faisable, sans aide, donc ça m'a rendu content. Et ensuite j'ai pu développer aussi mes cours particuliers. Me rendre compte qu'il y avait une énorme demande sur Paris, que toute la culture anglaise du super tutor un peu cher, qui a fait des bonnes études et qui fait ça de sa vie, était pas très présente en France et qu'il y avait un créneau à prendre. Et j'ai quand même pu, en étant assez sérieux, j'ai quand même pu trouver des postes à la fac, donc j'en ai essayé plusieurs au début, mais j'ai été pris à Sciences Po, et j'ai passé 8 ans à Sciences Po Paris comme enseignant en statistique, en master en l'occurrence. Encore une fois, je pourrais vous raconter ça, hein, c'est toujours drôle. Et ça fait 4 ans que j'ai été pris en poste, c'est un poste qui s'appelle en anglais, c'est Teaching Fellow, à la LSE, à la London School of Economics. Je continue encore aujourd'hui, c'est ma 4e année. J'aime beaucoup. Alors aussi toute une histoire, une vidéo que je pourrais vous faire là-dessus. Vous avez compris, j'ai un certain lien avec l'Angleterre, et aujourd'hui je fais encore des allers-retours en Eurostar pour les donner mes cours à la fac. Voilà, c'est en gros ça mon parcours d'études. C'est un petit peu long déjà, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai étudié à Oxford? Donc c'était principalement, vu que c'était un master d'éco, première année c'était microéconomie, statistique. Deuxième année on pouvait se spécialiser, j'ai fait statistique avancée numéro 1, statistique avancée numéro 2. J'ai essayé de faire le max de maths appliquées. Je détestais les stats et les probas au lycée, et j'ai appris à adorer ça. Voilà, ça c'était pour mes études. Bon, j'espère que ça répond un peu à vos questions. Quelqu'un m'a demandé, alors je sais pas où c'était déjà, je crois que c'était sur YouTube. Non, ça c'est YouTube, donc c'est sur Discord. Question de la plus haute importance, donc c'est ici là, pas comme. Ton domaine favori entre analyse, algèbre, arithmétique, géométrie ou autre? Alors je vous ai dit là que c'était plutôt les stats, mais non, je comprends ce que tu veux dire. Donc en gros, dans ce qu'on fait en sup, en spé, tout ça, qu'est-ce que je préfère? Moi, ça fait depuis 10 ans maintenant que je donne des cours particuliers, j'en donne beaucoup en prépa, donc en sup et en spé, des gens qui veulent rentrer en grande école en gros. Donc j'en bouffe pas mal quand même, et je crois que ce que je préfère, honnêtement, pour la gymnastique mentale que c'est, et la joie que ça m'apporte en termes de raisonnement, je préfère l'algèbre. L'algèbre, c'était un peu genre bizarre quand j'ai découvert en sup, et ça va faire 10 ans que je kiffe honnêtement faire ça, retrouver ces raisonnements, tout ce qui est espace vectoriel, tout ça. J'aime beaucoup. Je pense que c'est ça que je préfère. Pourquoi tu t'es tourné vers les maths après une prépa PCSI? J'ai un peu répondu déjà. Je vous réponds maintenant. Pourquoi? Bah en fait, vous avez vu mon parcours en fait. Moi j'ai fait PCSI. Quand j'étais à Loups-le-Grand, au lycée, mes profs de maths physique au lycée, en terminale, m'ont bien fait comprendre que j'avais pas le niveau pour aller en MPSI à Loups-le-Grand. Que si je voulais faire MP, il fallait que je quitte le lycée. Moi, j'étais un peu obsédé par avoir une bonne école et me dire que c'est bon, j'ai taffé, j'ai envie de rester dans ce lycée, je vais tenter ma chance. Donc j'en avais un peu rien à faire de la filière, je voulais juste rester dans ce lycée et avoir l'opportunité d'avoir une bonne école. Je dis pas que c'est le meilleur choix, le plus mature, hein, mais voilà, j'avais 17 ans et c'est comme ça que je pensais à l'époque. J'étais en mode je veux réussir. Je connais pas très bien les codes de la société, de comment on fait, mais je sais que ce parcours-là, il marche. Et donc PC, ça me dérangeait pas. Je me disais chimie, moi j'ai rien contre. Je suis parti en PC. Après, je me suis tourné vers les maths, bah j'ai raconté mon parcours. C'est ça qui s'est passé. Je me suis retrouvé à faire des stats et voilà. Je sais pas, c'est des parcours classiques. Peut-être que le mien est. Je crois que mon parcours est très classique en certains aspects et un peu bizarre et différent et à sa sauce dans d'autres. C'est-à-dire que j'ai fait un peu ce que je voulais grâce à un parcours classique qui me permettait de faire des choix un peu originaux. Aller en économie, faire prof sans être thésard. J'ai fait tous ces choix, mais c'est vrai que c'était basé sur des trucs assez classiques. Voilà. Bon, j'espère que ça répond un peu. Alors, une question à laquelle je voulais répondre aussi, c'était ça. Penses-tu que n'importe qui travaille dur peut faire prépa? Alors, oui, en fait, je pense que c'est peut-être pas la meilleure manière de le formuler. Alors, c'est pas une question de travailler dur, c'est une question de... Comment dire?
faut savoir ce que vous voulez, quoi. C'est pas qu'une question de travailler dur, c'est une question aussi d'être prêt à se remettre en question, parce que franchement, vous allez peut-être vous prendre des mauvaises notes. Ceux qui vont... Comment dire? Vous pouvez faire prépa, tout le monde peut essayer, en tout cas, il n'y a pas de raison, essayer dans tous les cas, mais je vous conseille surtout d'avoir une certaine, comment dire, ouais, une motivation peut-être, c'est peut-être pas le bon mot, mais disons, faut y aller en sachant que ça va pas être simple tout le temps. C'est travailler dur, oui, c'est important, mais il faut aussi avoir une force psychologique un minimum. Moi, je n'étais pas le plus fort psychologiquement, hein. Encore une fois, comme ado de 17 ans, je n'étais pas plus équilibré qu'un autre, mais voilà, il faut s'attendre à se prendre des échecs, à se rendre compte. Honnêtement, je vous le dis maintenant, ça répond un peu à ma prochaine question sur l'éducation en France, mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, pour certains d'entre vous qui allez en prépa, vous avez des bonnes notes en terminale, etc. En fait, on vous a menti. Alors, je suis un peu dur, mais on vous a mis, pour certains d'entre vous, on vous a mis des 17, des 18 pendant toute votre scolarité. En première terminale, vous avez des super notes et vous vous dites, enfin, en tout cas, vous avez l'impression d'être super bon, d'être à l'aise. Et là, vous arrivez en sup, en prépa, pour peu que ce soit une prépa avec un petit niveau, bam, vous prenez des 4 et vous vous rendez compte qu'on vous a jamais appris avant à réfléchir, à poser un raisonnement, et qu'en fait on vous a souvent fait faire des exos où il fallait un peu répéter le truc du cours, et donc vous avez 18 parce que vous n'êtes pas trop bête. Et qu'en fait souvent, peut-être que dans le lycée, il y a des gens qui sont juste je m'en foutistes, ils n'avaient pas envie de bosser donc ils ont des mauvaises notes. Vous avez une bonne note, vous avez un 18, vous dites que vous êtes bon parce que vous avez juste fait un truc qui était déjà vu en classe, qui était refait. Je parle pas pour tout le monde. Mais je vois pas mal de cas comme ça où en fait vous avez des bonnes notes, ça vous donne une image de bah c'est bon, je suis bon, je suis à l'aise, et en fait vous arrivez en sup, c'est dur, on vous fait réfléchir sur des exos, et là vous prenez un, je sais pas, un 4 ou un 5, et ça peut être très dur psychologiquement. Donc ça pour moi c'est le point un peu clé. J'en profite pour dire, c'est pas grave, ça arrive à beaucoup de gens et il faut pas craquer, enfin faut pas craquer, essayez de pas craquer parce que ça arrive à plein de gens, il faut pas, vous n'êtes pas défini par vos premières notes ni par les notes de la prépa, mais ça peut arriver. Ça, je pense que c'est le plus dur. Ça revient un peu à la claque d'humilité dont je parlais, que moi je me suis pris à 14 ans. J'ai compris que j'étais un bon élève de 3ème, mais je me suis quand même pris un 5 sur 20 en physique en seconde. J'ai compris que j'étais pas le plus intelligent très tôt, et donc bon, après j'ai grandi en faisant ce que je pouvais, en acceptant qu'il fallait bosser. Souvent, vous allez le comprendre en sup. Enfin, je dis vous, mais mes élèves, ceux que je rencontre en sup, et vous allez prendre ça comme un choc. Il faut être capable de l'encaisser. Ou vous êtes déjà très bon en terminale et vous allez encore déchirer en sup. Et là, je vous souhaite le meilleur, mais souvent c'est ça, donc faut être prêt à ça, et c'est travailler dur, oui, mais n'importe qui, parmi ceux qui sont prêts à se prendre ce choc, et à se dire, bah écoute, c'est pas grave, c'est une force, et c'est l'occasion de devenir meilleur et d'apprendre quelque chose, quoi. Voilà. Il y avait une autre question du même genre qui était sur YouTube, laisse-moi rechanger. Que conseillerais-tu à quelqu'un qui souhaite se reconvertir en maths, donc ça c'est Lucas qui demande, après une licence, la chaise fait du bruit, ou un master dans une autre discipline. Exemple, info, bio, ETC. C'est très 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 spécifique comme question, et ça va dépendre de chaque cas. Première réponse, franchement. Ça va dépendre des cas. Je me sens pas légitime pour te répondre comme ça, mais je dirais, si t'as déjà fait une licence ou un master, en fait ça dépend jusqu'où t'es prêt à aller. Si t'es prêt, par exemple, si t'es prêt à recommencer à la licence 1, y a pas de problème, tout le monde te laissera faire. L'idée c'est est-ce que tu peux avoir des équivalences un peu plus élevées. Genre si tu sors d'info, il y a moyen que si tu sors d'un M1 d'info, tu puisses être pris en L3 de maths. Ça va dépendre de ce que la fac te laisse faire, de l'université de ton choix. Est-ce qu'ils vont te dire, ok, pour reprendre des maths, vous pouvez vous inscrire chez nous, mais vous recommencez en L1. Si t'as 22 ans et tu te dis, putain, je repars en L1, ça me saoule, à toi de décider. Je pense que ça se négocie en fonction de ce que tu arrives à montrer comme compétence, comme connaissance, et comme... à quel point tu arrives à les convaincre avec ton parcours et qui tu es. Ensuite, deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que tu veux faire ça, faut bien réfléchir. Dans quel but se reconvertir en maths? Pour être prof de maths? Pour être... parce que c'est pour être prof de maths, bah ouais, là il vaut mieux faire ça, il vaut mieux faire la prépa CAPES et commencer à faire, ou prépa grec, enfin et commencer à faire le parcours. Il faut bien réfléchir au métier. Si c'est pour faire un métier qui est faisable malgré tout, sans avoir fait les licences de maths, peut-être que ça vaut pas le coup et qu'il faut continuer ce que tu fais, quitte à refaire une licence en même temps que tu es en train de faire ton métier d'entreprise dans 5 ans pour le plaisir. Si c'est juste pour le plaisir des maths, peut-être que tu peux le faire plus tard et pas perdre des années entre guillemets. Si vraiment tu as un changement de cœur et que tu veux faire prof de maths par exemple, ou de la recherche en maths, dans ce cas, oui, ça vaut le coup, mais il faut voilà, négocier avec la fac. Est-ce que tu peux reprendre en L1, L2, L3, M1, selon ton niveau actuel? Ça dépend. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé mon avis sur l'éducation. Alors, je crois que c'était ici. C'était une question assez intense.
Que penses-tu, donc Arturo, tu me demandes, que penses-tu du système éducatif en France aujourd'hui? Oula. De l'enseignement des maths notamment, oui, difficulté des notions selon les classes, le niveau des élèves, le niveau des profs, et une question très longue. Es-tu pour une refonte totale? Un peu comme Laurent Laforgue, je sais pas qui c'est, peut-être que j'ai un manque de culture G, mais je reconnais, je sais pas qui c'est, je le proposais. Et pour finir, est-ce aux hommes politiques, oulala, de prendre la décision quant à la manière d'enseigner, etc. Alors, système éducatif en France. Moi, je vais te dire ce que je pense, en gros. Il y a des méthodes, des moyens, des manières de faire qui existent, qui fonctionnent. Il y a des choses qui fonctionnent. Euh, on connaît, il faut pas réinventer la roue. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît déjà, qui fonctionnent et qui ont été prouvées. Dans d'autres pays où ça fonctionne bien, alors Singapour, etc. Dans d'autres pays, nous-mêmes, il y a des choses qui marchent, en termes d'apprentissage de la lecture, d'apprentissage du calcul, etc. Ça me fait penser à un bouquin incroyable, c'était l'aventure d'une prof de maternelle qui a appliqué une méthode un peu novatrice dans un quartier où c'était pas les familles les plus aisées, donc c'était, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom, peut-être que quelqu'un aura les références en commentaire. Une femme incroyable qui a fait un métier, qui a fait ce bouquin sur... donc elle était à Gennevilliers, c'est une banlieue de Paris, donc c'est plutôt des familles en difficulté, background immigré, etc. Elle a réussi à montrer qu'avec les bonnes méthodes, des gamins qui n'ont pas toutes les chances au départ, peuvent apprendre à lire, écrire, compter ultra bien, jusqu'à un niveau équivalent CE1, dès la fin de la grande section. Donc en fait, il existe des méthodes qui marchent. Et donc c'est très intéressant son aventure. Elle fait une méthode de mélange, alors elle prévient tout le temps, ne croyez pas que c'est du pur Montessori, parce que les gens disent c'est bon, on fait Montessori, machin. Montessori c'est une méthode d'apprentissage. En fait, elle, ce qu'elle a fait, c'est quelque chose de très bien, très pensé, très intelligent. Elle a fait des mix des choses qui fonctionnent, de Montessori, d'autres méthodes, et elle a fait sa propre tambouille. Et elle a réussi à montrer qu'on pouvait faire atteindre à des gamins où ça parlait pas spécialement français à la maison, qui n'avaient pas les plus grandes facilités, un niveau vraiment très bon par rapport à la moyenne nationale dès la maternelle. Donc je pense que refonte totale, peut-être, mais en fait ce serait pas une refonte par rapport à ce qui a déjà été fait, qui a déjà marché. J'ai une mère instit, comme j'ai peut-être déjà dit, je sais que moi j'ai toujours baigné dans ce truc de... des fois on se prend malheureusement, je sais pas si c'est les hommes politiques, mais on se prend des nouvelles méthodes, des nouvelles idées de gens, qui doivent bosser au ministère ou je sais pas quoi, qui ne fonctionnent pas. Donc certains instituts savent ce qui fonctionne en termes de méthode, vous savez, globale versus méthode syllabique, enfin, il y a pas mal de choses, mais... alors attendez, j'ai des notifications Discord, le serveur est assez actif, alors que je tourne un samedi là. Voilà, je pense qu'il existe des méthodes. Malheureusement, des fois, il y a peut-être des gens qui ont des idées sur les méthodes à appliquer, qui les imposent à tous les profs, les instituts, et qui font peut-être des dégâts parce que c'est pas assez testé empiriquement. Mais je sais qu'il existe des belles choses, comme cette femme dont je parlais là. Donc, si pour la retrouver, j'ai oublié son nom. Je me sens mal de l'avoir oublié parce que son bouquin était très inspirant, mais voilà, vous tapez sur internet, sur Google, Gennevilliers, enseignement maternel, vous la trouverez tout de suite. Elle a un site où elle raconte un peu toute l'histoire et comment elle implique les parents et tout ça. Donc vraiment très intéressant. Donc il existe des méthodes. Que penses-tu du niveau? J'ai peur qu'en fait toutes les statistiques un peu genre lucides quand on regarde les choses en face montrent que le niveau des Français, malheureusement, des enfants français chute complètement. En maths, en français, en langage, dans les trucs fondamentaux. J'ai tendance à me dire qu'il faudrait revenir assurer les fondamentaux. C'est bien de faire plein de nouvelles matières, etc. Moi je suis pour parler anglais, tout ça, mais c'est vrai que assurer les fondamentaux à l'école primaire, je parle que d'école primaire depuis tout à l'heure, c'est vraiment la base. C'est ce qui donne le plus de chance aux gamins. Le plus de chance pour se développer, découvrir, grandir à l'avenir, faire des choix, faire des carrières. Je pense qu'il y a deux choses, il faut assurer les fondements, et aussi remettre en avant la beauté de... Alors moi c'est peut-être mes billets personnels, mais la beauté aussi des métiers qui font. Enfin, il y a beaucoup de métiers qui sont incroyables et qui sont pas assez mis en avant, du genre des parcours d'élite, mais manuels, par exemple. Enfin, je fais référence à, je sais pas, tout ce qui est la cuisine, tout ce qui est la menuiserie. Il y a pas longtemps, moi j'ai eu la chance de visiter le musée des compagnons du Tour de France à Tours. Compagnons du Tour de France, c'est le polytechnique de l'art manuel, si vous voulez. C'est des gens incroyables, ils ont une fierté de leur métier, un talent, un travail fou. Je pense qu'il y a des choses à remettre en avant, surtout du côté des métiers qui ont du sens, et ça peut se faire très tôt. Donc les métiers qui ont du sens, ça peut être ceux qui font, les charpentiers, etc., ou ça peut être peut-être avec plus côté scientifique et études longues, des ingénieurs. Moi c'est ce que je connais, je pense que c'est des métiers qui devraient être encouragés parce que ça peut apporter beaucoup de satisfaction aux gens,
et on en a besoin, quoi. Et quand je vois le nombre d'ingénieurs qui chutent en France chaque année, je me dis que c'est un peu dommage parce que si on veut construire une puissance, comment dire, indépendante en termes d'énergie, que ce soit un mélange de nucléaire et d'énergie renouvelable, enfin si on veut des gens qui pensent à tout ça, si on veut une indépendance, je sais pas, alimentaire, il nous faut des agronomes, on a besoin de gens comme ça, et le fait, on a besoin de plein de choses, hein, je dis pas, mais le fait que ces gens-là, le nombre d'ingénieurs, etc., diminue chaque année et qu'on voit le niveau de maths et de sciences diminuer, c'est vrai que ça m'inquiète. Il faudrait essayer de remettre un peu. C'est même pas que de l'argent, c'est des bonnes méthodes, comme a fait cette femme dont je parlais là en maternelle. Des bonnes méthodes. Mais j'ai pas la solution miracle, hein, et je pense que on peut critiquer pas mal tous les ministres qui s'enchaînent, etc. Certains essayent et c'est toute une machine, j'imagine, ce ministère où ça doit pas être simple de faire bouger tout ça. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est, et je vais faire un peu un lien avec mes projets perso, c'est il y a moyen de faire des choses. euh, il faut le faire déjà à son échelle. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu lancer donc, cette chaîne. Cette chaîne, pour moi, c'était. C'est l'occasion de vous raconter un peu, mais cette chaîne YouTube, pour moi, c'était aussi. Je me rends compte que je donne des cours particuliers à des. Je bosse plutôt avec des familles aisées, honnêtement. Et je fais beaucoup, beaucoup de préparation aux concours anglais, concours américains et concours français prépa typique. Et je donne accès. Je pense que beaucoup des gens qui me recrutent bossent avec moi parce que je m'entends bien avec les ados, je suis un pédagogue pas mauvais, je pense, sur certains aspects. Mais beaucoup aussi ont besoin de confiance dans ma connaissance du système. Et en fait, comprendre un peu comment ça marche de partir en Angleterre en master, en licence, comment partir aux États-Unis en licence, quoi passer comme concours, et quelles sont les étapes, quelles sont les choses à faire. J'ai développé cette expertise dans mes cours particuliers, et je me suis dit, j'aime bien faire ça, j'adore, je bosse avec des familles incroyables, enfin, je rencontre des gens super, je suis comblé au niveau personnel. Donc au niveau perso, je suis très heureux, mais je me dis, c'est vrai qu'un gamin comme moi, à l'époque, n'aurait pas eu les moyens d'avoir accès à ça. Parce que mes parents, je pense, n'avaient pas les moyens de me payer des cours particuliers, et beaucoup de Français peuvent pas s'offrir ça. Et même des cours à des tarifs raisonnables, je pense, c'est pas accessible pour tout le monde. Je me suis dit, tiens, je pourrais commencer cette chaîne YouTube, ça serait bien, je pourrais parler de ces concours d'Oxford, Cambridge, ces trucs-là, et dire aux gens, ça existe, c'est faisable, ça peut se préparer. Après, ça coûte cher ces trucs-là, il faudrait trouver des bourses, mais voilà, en parler, donner accès au plus grand nombre, ce que je donne d'habitude en cours particuliers assez restreint. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens, en fait, n'y connaissent rien ou n'y comprennent rien. Et c'est aussi pour ça, à côté plus... ça, c'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube, c'est pour ça que j'ai aussi lancé ce projet, qui s'appelle donc Studio. Certains d'entre vous connaissent déjà et m'aident vachement dans le développement de ce projet, où j'ai voulu attaquer plus le côté classique dans l'enseignement. C'est-à-dire que là, je vous fais des trucs anglais, et c'est un peu ma passion, j'ai des trucs américains anglais, ou des trucs de bachelor de Polytechnique, qui est un peu dans le monde anglo-saxon aussi. Et j'ai voulu faire ce projet où je vais plutôt répondre, en vidéo, parce que c'est ce que je connais, etc., je vais plutôt répondre au programme classique pour essayer de montrer une autre manière d'enseigner le programme classique de seconde, première, terminale et même sup. Donc voilà, j'ai lancé l'application Studio donc sur web, j'ai lancé elle est aussi sur téléphone, c'est encore en redesign permanent. Parmi les gens qui me suivent sur Discord ou YouTube, j'ai beaucoup de testeurs, de gens qui m'aident à faire ça. Et voilà, donc c'est pas une refonte de l'enseignement, mais c'est ma manière d'apporter peut-être une vision. Je me suis dit, voilà, ce que je fais en YouTube, ce que je fais en vidéo, ce que j'ai appris à faire, je vais essayer de le mettre dans une entreprise. Donc oui, le but c'est pas du YouTube gratuit, le but c'est de faire un peu d'argent, mais de le faire pas cher. Et j'ai essayé de me dire, là je vais prendre en gros le mieux de ce qui existe en éducation privée, c'est-à-dire vraiment les profs indépendants particuliers, les plus demandés, les plus motivés, et leur dire on va enregistrer beaucoup de vidéos avec votre pédagogie, avec qui vous êtes en gros, et essayer de transmettre ça en vidéo. Donc parler à la caméra comme si on parlait à un élève, et essayer de transmettre en gros les bons conseils, les astuces, comment débloquer les choses, comment voir un peu mieux, faire des dessins, comment désinhiber les élèves à faire des brouillons, enfin, toutes ces méthodes qu'on apprend nous, je dis moi et la bande des profs avec qui j'ai fini par bosser et que j'ai recruté, comment nous on enseigne aux gens, essayer de le mettre de manière remote, dans une appli, donc sur internet, enfin dans un produit, avec le plus possible essayer de mettre en digital, pas en live quoi, mais de mettre le plus possible cette expérience-là, donner un peu le plus possible ce qu'on donne nous à nos élèves particuliers. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de mettre, alors moi j'ai beaucoup écouté mes élèves à moi, puis certains sur le Discord, sur YouTube depuis que je crée ce produit, j'essaie de mettre dedans des choses utiles pour vous, qui me semblent pratiques, genre des flashcards pour apprendre vos cours de maths, pas que pour apprendre l'anglais, mais des flashcards pour apprendre les maths. J'ai voulu mettre des QCM, on essaie de mettre... Là pour l'instant on a codé, alors on est encore en train de le coder, mais on met un forum où on fait un jeu de Discord où vous pouvez poser des questions.
Et on a essayé de faire des vidéos avec une pédagogie qui correspond à ce que je pense de la pédagogie des maths en gros. On essaie de couvrir tout le programme par petites vidéos de 5 à 6 minutes maximum. Donc tout ça pour moi c'est une manière de prendre le plus élitiste de ce qui existe, ce qui marche le plus, des gens passionnés, dont je fais partie, et c'est de le donner à un plus grand nombre avec un produit qui est en partie gratuit. C'est toujours des versions gratuites, si vous êtes déjà abonné vous savez, mais vous avez déjà téléchargé, vous savez que la partie est gratuite, et une partie payante parce qu'il faut bien que je paye les gens derrière. C'est un projet où j'ai envie de vous faire aussi une vidéo complète, parce que j'ai eu beaucoup de travail là-dedans. On a eu beaucoup de boulot parce que y a beaucoup à faire en fait. On se rend compte que la terminale par exemple, c'est je sais pas, au moins 200 vidéos à faire pour couvrir pas mal de choses, tout le programme, tous les exos, etc. Et la beauté de ce projet, c'est qu'en fait quand j'en parle à des gens, quand j'essaie de recruter des gens, de parler à des profs, etc. Je parle à des gens qui sont devenus profs après avoir fait genre Polytechnique, Berkeley, les mines de Paris, des grandes écoles d'ingénieurs, mais qui beaucoup sont passés par le même parcours que moi, c'est-à-dire ont été bons, ont pu réussir, mais sentent qu'ils ont eu de la chance et que ça aurait pu se passer autrement. Et je rencontre donc beaucoup de profs, donc ceux que vous voyez sur les vidéos de Studéo, donc beaucoup de profs qui ont l'envie de redonner aussi. Et donc j'ai la chance avec cette idée, avec ce projet-là, de faire un peu donc ce que je vous fais en YouTube, mes versions, le programme officiel, bien décomposé, etc. J'ai la chance de recruter des gens qui ont à la fois le talent et la passion, parce qu'ils se disent au moins on peut donner à plus que nos élèves particuliers. Et alors encore une fois, je pourrais faire une vidéo complète sur où est-ce qu'on en est. J'ai aussi vu qu'il faut payer des développeurs informatiques, ou payer des profs qui sont passionnés, mais il faut quand même qu'ils se nourrissent, donc il faut bien payer tout le monde. On a fait une recherche de fonds, et j'ai des aventures à raconter sur ce que c'est la recherche de fonds quand vous montez une petite start-up, une entreprise. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'on a réussi à attirer la confiance d'un des plus... Honnêtement, je suis en beaucoup de gratitude aussi et beaucoup d'humilité, mais après beaucoup de galères qu'on a eues au début, ça fait pas mal de temps qu'on bosse là-dessus, on a réussi à attirer l'attention d'un grand fonds américain de la Silicon Valley qui nous a fait confiance, il nous a financé. Ils nous ont financé, alors après il y a des objectifs à atteindre, il faut réussir à développer le produit, etc. Les mecs ils veulent qu'on soit sérieux. Mais ils nous ont filé des fonds et ils ont eu confiance dans notre projet. Mais voilà, ce fonds-là qui nous donne confiance, en gros, enfin qui nous donne leur confiance et leurs moyens financiers, ça nous aide vraiment à nous dire, bon, on va pouvoir essayer de développer ça. On veut casser un peu les prix des cours particuliers pour donner accès à tout le monde. Notre but, c'est d'essayer de développer ce truc au maximum, alors en faisant du marketing, des trucs, on va essayer d'en parler le plus possible, en faisant un prix pas cher. On s'est dit, si on fait un abonnement à l'année, on fait payer pas cher, en gros pour des lycéens ça revient à 6-7 balles par mois si vous prenez le truc à l'année. On va essayer de donner ces ressources de qualité pour un prix vraiment dérisoire, du style, disons qu'un prof particulier c'est quoi, 30 balles de l'heure en moyenne, c'est au coût de 120 par mois, on va essayer de diviser ça par 10 quoi. Donc voilà, c'est ma manière, si vous voulez, de me dire depuis quelques années comment on peut faire pour changer ça. J'en peux plus de remarquer que les stats sont nuls, qu'on devient mauvais, que les Français sont de moins en moins bons dans les classements internationaux. Notre manière à nous de faire une refonte, c'est d'essayer de développer ce produit, de devenir un peu un... Alors c'est ambitieux, hein, mais de devenir un peu un objet, un nouveau standard de l'enseignement à distance via ce produit-là. Et mon but c'est ça, c'est d'essayer de faire un produit, on verra où ça va, mais avec un peu une solution complète pour vous aider à rattraper vos décrochages et à avoir de l'enseignement de qualité, tout en vous diffusant de l'information. Alors c'est beaucoup d'ambition, mais aussi vous diffuser l'information sur ce qui est possible, la prépa, etc., et casser l'autocensure. Voilà. Donc là je suis parti en tangente parce que c'est aussi mon quotidien de vivre ce projet, de le développer, d'essayer d'avancer, etc. Donc je suis très heureux de participer à ma sauce. Donc les hommes politiques je sais pas, mais moi j'essaie de faire ça. Avoir votre confiance à vous qui me regardez, certains vraiment passent du temps, j'ai eu parmi vous des gens qui m'ont fait des retours, qui m'ont proposé des choses. On a même un petit groupe de gens qui sont des testeurs officiels, qui prennent beaucoup de temps chaque mois pour essayer toutes les versions. Entre vous, les profs incroyables qu'on rencontre, qui bossent avec nous, et ce fonds d'investissement qui nous a fait confiance donc il y a quelques mois, on vit une belle aventure et j'espère pouvoir apporter ma petite pierre à ce projet-là. Voilà. La vidéo va être très longue, je vais vraiment mettre des chapitres partout. Donc mes avis sur l'éducation, oui. Pourquoi tu descendais par là? Ça c'est fait. Moi, oui, alors voilà, et ce qui m'attriste le plus, encore une fois, c'est que l'école publique galère de plus en plus, alors qu'il y a encore plein d'écoles privées qui tiennent le coup. Ce qui est très bien, c'est très bien que ces écoles privées continuent à tenir le coup, mais j'aimerais bien que aussi le public ait ces bons niveaux-là. Donc c'est pour ça que tous les gamins qui n'ont pas l'opportunité d'aller dans le privé, je veux leur donner un truc. Je vais essayer de créer un truc où ils puissent aussi avoir accès à des ressources un peu différentes, un peu quali, où on leur parle de tous les parcours, etc.
L'avenir de la chaîne, c'est le dernier chapitre. Pour l'année 2023, envisages-tu de nouveaux formats, des nouveautés, ou bien encore des lives pour la prépa avec des invités? Alors, il y a eu ça comme question, oui. Nouveau format, ben, sur la chaîne Mass Taylor, donc sur ma chaîne, je pense que je vais garder quand même une trame de vous faire des trucs qui moi aussi me font plaisir en fait, qui sont vous présenter les petits concours un peu spéciaux autour du monde, du genre le Math Admission Test d'Oxford et Imperial, l'admission au Bachelor de Polytechnique, dans tout ce qui est niveau Terminal Sup pour rentrer dans des écoles spécifiques, où le YouTube game est un peu light, c'est-à-dire qu'il y a personne en France qui fait trop ça, j'ai l'impression, et dans le YouTube anglophone, il y en a quelques-uns, mais voilà, j'ai envie de continuer à faire ça, un peu ce tropisme de concours anglo-saxons, etc. Et tout ce qui est ensuite parcours plus scolaire classique, aider sur le bac, aider sur la sup, faire des trucs, faire des lives, justement, comme celui auquel le Scandinave, tu fais référence, ça je vais essayer de le mettre du côté studio. Parcours normal, c'est-à-dire le programme de terminale, de sup et tout, je vais le mettre dans ce projet. Et sur la chaîne ici, je ferai des nouveautés du genre peut-être, ça répondra à une autre question de quelqu'un sur YouTube, Freestyle qui est très présent sur le Discord et qui m'aide beaucoup, merci Freestyle, petite dédicace. Peut-être que je ferai d'autres formats du genre, oui, exercice d'Olympiade ou concours général, voilà. Mais je veux rester quand même dans cette chaîne, c'est des trucs ultra spécifiques, un peu niche, un peu haut niveau, soit anglo-saxon, soit français. Donc j'aurai peut-être de la nouveauté là-dessus. Voilà, c'est ça que je veux dire. Peut-être de la nouveauté dans le sens, peut-être plus concours général ou Olympiade, ça me dirait bien. Et tout ce qui est nouveauté, genre faire des lives sur la prépa, comment survivre en prépa, la psychologie, comment tenir le coup, bien s'organiser, ou juste faire un peu plus de vidéos type programme, ça je continuerai à le faire dans le côté studio avec la team qu'on a construite et tout. Voilà les deux directions qui vont être prises. La chaîne, ça peut varier, mais ça reste dans le délire niveau un peu chelou, un peu spécial, anglophone, olympiade, etc. Pourquoi pas de varier un peu dans ce délire-là, qui est terminal sup en gros comme niveau, c'est ce que je préfère faire moi. Et sur le projet studio, les vidéos, que ce soit sur web ou sur appli, faire plus de vidéos de niveaux différents avec pour chaque même seconde, première terminale on fait des vidéos de niveau simple à niveau compliqué, ce sera dans ce cadre là, parce que en fait il y a des centaines de vidéos à faire et je peux pas le faire seul, il me faut une équipe de profs. Je crois que j'ai répondu à tout. Merci à tous, je sais pas si vous êtes restés jusqu'au bout ou si vous avez vu qu'un morceau. En tout cas moi je suis en bilan, je suis vraiment, je sais pas, hop, on va mettre ça pour le bilan. En bilan je suis très heureux de pouvoir prendre ma petite vie, ma petite expérience, enfin ce que je vous ai raconté avec mon parcours assez spécifique, pouvoir essayer de prendre ces compétences que j'ai acquises en étant prof particulier, prof un peu à la fac, essayer de les prendre, de vous donner un peu plus de ça, essayer maintenant de le développer entre voilà, ma chaîne YouTube, un projet d'entreprise, essayer de faire tout ça, pour moi c'est encore une fois un sentiment de gratitude incroyable, j'aime beaucoup faire ça. Essayer de me dire que je transmets un peu à d'autres gens que juste les élèves que j'avais en cours particulier, c'est une certaine joie, honnêtement. Je pensais pas que ce serait ça ma vie il y a même un an et demi. Donc voilà, beaucoup de bonheur, beaucoup de travail, mais beaucoup de joie à le faire. Et redonner un petit peu à des gens qui veulent essayer de faire des maths, de la physique, essayer d'être ingénieur, etc. J'ai traversé tout ça avant vous et j'admire beaucoup les gens qui font ingénieur, etc. C'est pas le métier que j'ai choisi, mais je trouve ça incroyable parce que c'est des gens qui veulent construire, qui ont la passion. Des fois, oui, on se fait tous charrier parce que c'est un peu vous êtes des matheux, il y a que des nerds autistes. Oui, un peu, mais j'aime bien me dire que je vais peut-être apporter quelque chose dans ce monde-là parce que c'est des gens que. Enfin, je trouve ça assez remarquable comme métier en général de construire des choses. Donc encourager même des jeunes qui pourraient trouver une joie là-dedans, mais même qui s'autocensurent, hein, que ce soit la censure par le milieu social ou parce que vous êtes une fille et vous dites que c'est pas pour les filles, ou toutes ces censures-là de pas aller vers les sciences. Si moi je peux aider à rendre ça un peu plus joyeux, ou en tout cas vous donner des clés, ça, d'une manière ou d'une autre, chaîne YouTube, projet de start-up, si j'arrive à faire ça, ça me comble, et je suis content, ça donne un sens à ma vie qui est très agréable. Donc voilà. Une petite FAQ d'un an, je suis sûr que j'en ferai d'autres avant peut-être un an de plus, mais n'hésitez pas à me dire vraiment en commentaire. Si vous voulez des vidéos spéciales sur des trucs, moi j'ai plein d'histoires à raconter, et là je viens de voir, ça fait 40 minutes que je parle, donc j'aime bien ça quand même. N'hésitez pas à me dire, hein, sur Louis le Grand, sur Oxford, j'ai traversé des univers très particuliers auxquels j'étais pas vraiment prédestiné de base, et j'ai beaucoup aimé ce que j'y ai vu, donc si vous voulez en savoir plus, si vous êtes curieux, ou si vous voulez savoir plus de choses, demandez-moi en commentaire, dites-moi, et je vous raconterai ça au fur et à mesure des vidéos sur la chaîne où j'essaie quand même de publier régulièrement des vraies maths. Mais voilà, orientation et maths, ça me passionne autant. J'ai pas encore fait vraiment le pas pour parler de tous ces trucs à part jusqu'à aujourd'hui, donc je serais content de le faire si ça vous intéresse. Merci à tous et je vous vois une prochaine fois. Allez, bye bye.